Bonjour à tous, merci d'être là si nombreux. Alors c'est vrai qu'on commence par le protoxyde d'azote qui est bien d'actualité. C'est vrai que ça fait quelques années que c'est quand même d'actualité le protoxyde d'azote. Bon, le petit nom dans la rue, c'est le gaz hilarant. Le composé chimique, je pense que vous connaissez tous, c'est le N2O. Alors à la base, c'était pas forcément fait pour être utilisé à visée récréative. Il y avait une utilisation, il y a encore une utilisation médicale du protoxyde d'azote. C'est le méopa. Je pense que tous ceux qui sont dans le milieu médical connaissent le méopa. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, méopa, ça veut dire mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote. Donc il y a de l'oxygène et du proto dedans en quantité équivalente. L'utilisation la plus connue, c'était finalement l'utilisation pour faire de la chantilly, la crème chantilly, avec les petites cartouches qu'on voyait dans la rue il y a quelques années, qui ont disparu maintenant au profit de ces jolies cartouches colorées. Et puis, il y a aussi d'autres utilisations plutôt dans l'industrie automobile, pour augmenter la puissance des moteurs de voiture. Je pense que les joueurs de jeux vidéo connaissent un petit peu le protoxyde d'azote là-dedans. Et puis, une utilisation aussi industrielle, où c'est utilisé pour fabriquer des puces et les fameux semi-conducteurs dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années avec les nombreuses pénuries. Donc il y a quand même une forte utilisation du protoxyde d'azote avec une utilisation, on va dire, alimentaire et récréative qui représente une petite partie de ce qui est utilisé. Alors finalement, c'est utilisé depuis assez longtemps, le protoxyde d'azote. C'était découvert les propriétés dans les années 1770. C'était très utilisé par la bourgeoisie anglaise à la fin du XVIIIe siècle, à visée récréative. Il y avait des salons où on inhalait du proto, on faisait inhaler du protoxyde d'azote. Alors à l'époque, c'était pas très pratique, parce que le procédé de fabrication pouvait causer des impuretés, donc on pouvait avoir une fumée un petit peu, enfin des vapeurs un peu irritantes de protoxyde d'azote. Et pour l'inhaler, on n'avait pas encore de ballon de baudruche. Ça a été inventé dans la fin des années 1800. Donc pour l'inhaler, il fallait se mettre un sac sur la tête et inhaler le protoxyde d'azote comme ça. Donc les sacs, c'était des sacs en cuir qui étaient étanchéifiés, et donc il y avait quand même un risque de mourir d'asphyxie. Donc voilà, ça n'a pas trop pris à cette période-là. Et puis dans les années 70, c'était un peu confidentiel. C'est là qu'il y a une vague qui est arrivée, une vague un peu moderne. C'était surtout les étudiants dans les filières de santé, étudiants en dentaire et puis étudiants en médecine aussi, avec un protoxyde d'azote qui était, on va dire, assez pur. C'était le méopa qui était utilisé pour les patients. Donc on était un peu là, donc plutôt confidentiel. C'est encore pas mal connu dans les milieux d'étudiants de santé. Il y a des études qui retrouvent entre 25 à 80% d'étudiants en santé qui ont consommé du protoxyde d'azote. Donc c'est quand même très connu. Et depuis 2010, c'est là qu'on a un petit peu le retour du protoxyde d'azote. D'abord sur la scène qu'on qualifie de festive alternative, c'est les rave parties, les free parties, avec l'utilisation des petites cartouches. On n'en a pas trouvé aujourd'hui, mais que vous voyez tous, de chantilly, qui étaient mises dans le siphon, mises dans un ballon et inhalées de manière unique. On faisait une cartouche, c'était un ballon, et avec un ballon, on pouvait inhaler plusieurs fois le ballon pour avoir l'effet. Et finalement, c'est en 2017 qu'on est un petit peu dans la vague actuelle, avec le développement d'Internet, des réseaux sociaux et, j'ai envie de dire, la diffusion de tout ce qui se fait sur la scène alternative à la scène, on va dire, clubbing un peu traditionnelle. Et donc 2017, c'est là qu'apparaissent des sites un peu spécialisés qui commencent à vendre du protoxyde d'azote de manière un peu large, et l'usage se fait de plus en plus connaître. En 2019, j'ai envie de dire, il y a un petit tournant. C'est l'apparition de ces fameux contenants beaucoup plus importants, avec des entreprises qui se sont créées, Fast Gaz et Crime de Luxe, c'est ceux qu'on voit le plus dans la rue, qui se sont mis à fournir des gros contenants. Alors, ils ne disent pas clairement que c'est pour un usage récréatif. Ils vendent ça pour faire de la chantilly, pour être utilisé en cuisine, mais globalement, c'est pas trop ce qu'on trouve dans la vraie vie. Et donc, on est passé d'une offre qui était un peu fragmentée, des petits contenants qu'on pouvait acheter à l'unité dans les épiceries ou dans les magasins de cuisine, à une offre vraiment industrialisée et qui favorise finalement l'usage massif. On imagine bien, chacun sa bonbonne, c'est plus pratique que chacun sa cartouche. Et en même temps, parallèlement à ça, comme il y avait de l'argent à se faire, il y a des réseaux clandestins qui ont commencé à se structurer avec de la vente par les réseaux sociaux qui touchaient majoritairement les plus jeunes. Comme M. Baudin l'a dit, c'est vrai que la moyenne d'âge est autour de 20 ans pour les usagers. Et donc les moins de 18 ans commencent aussi. Donc c'est facile à acheter, c'est relativement pas cher. Donc, voilà, ça touche les plus jeunes. Au niveau de la loi, c'est important de... Alors pour l'instant, c'est important de le dire. C'est vrai qu'il y a les évolutions législatives qui se font. Mais c'est pas considéré comme un produit stupéfiant. Et ça, faut l'avoir en tête, parce que quand on pose la question aux gens, est-ce que vous consommez de la drogue ou des produits stupéfiants, ils vont vous dire non, c'est du protoxyde d'azote. Donc moi j'ai tendance à dire qu'en médecine, on trouve que ce qu'on cherche. Si vous ne posez pas la question spécifiquement du protoxyde d'azote, les gens ne vous le diront pas.
Donc la loi, elle est un petit peu longue, hein, mais en 2021, il y a quand même eu une interdiction de la vente pour les mineurs et une réglementation aussi dans la vente de protoxyde d'azote dans tout ce qui est autour des lieux où on fait la fête. Donc autour des bars, des boîtes de nuit, les débits de boissons, autour des fêtes publiques. Donc la vente de protoxyde d'azote et aussi la vente de matériel destiné à l'inhalation. Ce qui est un petit peu désuet maintenant vu les contenants qu'il y a. Voilà. Et c'est vrai qu'au niveau local, les collectivités, les communes, les départements peuvent prendre des arrêtés pour interdire le transport, la consommation, la détention justement de protoxyde d'azote. Voilà. Et actuellement, c'est le projet de loi Riposte qui projette d'interdire la vente aux particuliers et d'interdire l'usage, ce qui découlerait d'amendes, voire de peine de prison. Tu veux parler un peu du mode de consommation ? Du coup, sur les modes de consommation, effectivement, ça, c'est ce qu'on voyait surtout au début. Donc, c'était les dispositifs qu'on utilisait notamment pour faire de la crème chantilly. Et donc, du coup, c'était les fameux crackers avec les petites cartouches de proto que vous reconnaissez là. Donc, une cartouche, c'était l'équivalent d'un ballon. Et puis, à l'époque, on disait qu'un usage intensif, c'était à peu près 50 cartouches par session, hein, ce qui était quand même assez compliqué parce que ça représentait du transport avec beaucoup de cartouches. Il fallait les crackers. Quand on était nombreux, il fallait encore plus de petites cartouches. Donc, c'était quand même assez compliqué. Et puis, c'est vrai, comme le disait Thomas, à partir de 2019, il y a eu une évolution des consommations avec des contenants de plus en plus grands qu'on commence à retrouver. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu trouver à la fois sur la voie publique et sur Internet. Mais donc, ce que vous avez là, donc les petites bonbonnes. Après, il y a les tanks, et sachant qu'il y en a qui existent, qui sont encore plus gros. Voilà, donc il y a quand même une vraie utilisation avec aussi des consommations qui ont évolué, parce qu'à l'époque, on disait qu'une consommation intensive, c'était jusqu'à 50 cartouches. Et maintenant, on retrouve des gens qui rapportent des consommations qui peuvent aller entre 3 et 7 bonbonnes par séance de consommation. Et ça, plusieurs fois par semaine. Donc, c'est quand même des consommations qui sont extrêmement importantes. Voilà, donc c'est aussi beaucoup lié à ça. T'as coupé le son ou pas ? Parce que après il va y avoir la vidéo. Ah, ok. Ouais. Et c'est aussi lié beaucoup au marketing du proto, parce qu'on en parlait un petit peu de l'évolution de la vente et de la consommation. Mais il y a beaucoup de sites, notamment Fast Gaz, mais aussi Crime de Luxe, qui sont des vendeurs européens. Fast Gaz, c'est quelque chose qui a été pas mal recherché. Il y a eu un super article qui a été fait par un journaliste belge et qui avait fait une enquête d'investigation justement sur un peu les dessous de Fast Gaz. Fast Gaz, c'est une entreprise européenne qui a été créée en Hollande et qui a commencé justement à vendre et à faire du travail de grossiste, donc vendre du protoxyde d'azote. Alors eux, ce qu'ils disaient, c'était surtout pour l'industrie, pour la nourriture, mais c'était surtout destiné à de la fête. Et donc du coup, ils ont un marketing qui est hyper adapté. Quand on va sur leur site, on voit, c'est hyper lumineux, ça fait un peu soirée. Tu peux mettre la vidéo. Et du coup, ils ont aussi des vidéos qui sont adaptées, on le voit. Alors là, ils essayent de vendre un petit peu sur... Bon, je peux vous la faire, hein. C'est une vidéo où globalement on voit une soirée avec des gens qui utilisent des bonbonnes de chantilly pour faire des cocktails. Dans la vraie vie, personne ne fait ça en boîte de nuit, donc c'est vraiment adapté pour attirer les plus jeunes. Il y a aussi d'autres types de contenants qui sont arrivés avec du protoxyde d'azote, alors qui est un gaz qui est incolore mais qui est pas inodore, qui ont été adaptés pour avoir des goûts. Donc un peu comme la même chose qu'on retrouve avec l'industrie du tabac. Donc là, on voit typiquement un protoxyde d'azote goût pomme, il y a un protoxyde d'azote goût tropical, il y a un protoxyde d'azote caliente, enfin, il y a des protoxydes d'azote qui sont un petit peu comme ça. Donc c'est vraiment une stratégie qui est vraiment adaptée et qui est pour pousser à la consommation des plus jeunes. Voilà. Alors, je précise sur le site, vous voyez peut-être pas bien, mais vous pouvez devenir facilement vous-même revendeur de protoxyde d'azote. Il faut juste créer une société, avoir un numéro de SIRET, et vous pouvez acheter des kilos et des tonnes de protoxyde d'azote que vous pourrez revendre de manière, je ne devrais peut-être pas dire ça, illégale, mais voilà, c'est quand même assez facile, et ça explique aussi, finalement, les réseaux clandestins s'approvisionnent sur ces réseaux-là qui sont tout à fait officiels.
Sachant que c'est assez drôle, hein, mais on retrouve quand même du marketing qui est un peu au goût du jour, parce que ce qu'ils mettent en avant, c'est que c'est du gaz qui est de provenance européenne, de qualité européenne. Il est très facile d'en avoir sur les frontières aussi, notamment de la France, parce qu'il y a quand même une réalité, c'est que la législation européenne, elle n'est pas la même partout. Il y a des pays qui ont déjà interdit le protoxyde d'azote, notamment la Hollande et la Belgique, qui ont été les premiers touchés par ce fléau-là. Et donc, du coup, ils ont pris très tôt le choix, à partir de 2023, du 1er janvier pour la Hollande, d'interdire le protoxyde d'azote. Et ces entreprises dont je parlais, elles ont bougé avec. C'est-à-dire que, vu que ce n'est pas interdit partout, il y a des entreprises européennes qui le fabriquent en Pologne et qui, après, on va dire, le disséminent dans toute l'Europe. Et on peut trouver alors des grands hangars de revente, hein, où c'est possible d'acheter directement en gros, en ayant juste un numéro SIRET, des grosses quantités. Il y en a notamment en Allemagne, qui n'a toujours pas non plus interdit la vente du proto, et on le retrouve aussi beaucoup sur les frontières de la Belgique. Si on regarde un petit peu la quantité de gaz qui est contenue finalement dans les contenants, alors la cartouche de protoxyde d'azote, la petite cartouche, c'était 4 litres de gaz, c'était 8 grammes de protoxyde d'azote. Bon, comme ça, c'est pas très parlant, 8 grammes de proto, ce que ça représente. Là où ça commence à parler un peu plus, c'est quand on compare la cartouche à la première bonbonne, cette petite bonbonne, où avec cette bonbonne, on fait 320 litres de gaz environ, et qui équivaut environ à 80 cartouches, 80 ballons. Donc c'est vrai que quand on compare entre une utilisation intensive déjà à 50 cartouches et une bonbonne qui commence à devenir déjà une unité quand même, quand on questionne les patients, une unité un peu de référence de consommation, on est déjà sur des consommations qui sont très très intensives. Bon, évidemment, plus on achète en gros, plus ça réduit le prix. Le ballon à l'époque c'était 50 centimes pour une cartouche, avec une bonbonne, la bonbonne est autour de 20-25 euros, donc ça, on tombe à 35 centimes pardon, la cartouche. Et quand on passe sur le tank, donc la bonbonne plus grosse, le tank lui il fait 1100 litres de gaz, et on peut faire 280 ballons avec. Et pareil, on commence à avoir des patients qui ont une unité de référence qui est un tank par soirée, une ou deux bonbonnes par soirée, voilà, avec aussi une tendance à avoir chacun le sien. C'est pas forcément quelque chose qui se partage. Là, si vous vous demandez comment on consomme dans le tank, alors il y a deux techniques. Il y a le ballon, finalement, le ballon donc qui se gonfle et on respire dedans, et aussi au bout d'un moment, quand on n'a plus de ballon, quand on veut plus d'effets, quand on a un peu perdu aussi conscience de ce qu'on fait, on peut aussi mettre sa bouche directement ici et inhaler le gaz, ce qui causera d'autres soucis, on va en reparler très prochainement. Mais voilà, c'est quand même assez... ça pose la question un peu en réduction des risques aussi. C'est vrai qu'on nous a posé la question sur des cas rudes. Est-ce qu'on distribue des ballons? Qu'est-ce qu'on fait un peu de ça? Parce que c'est vrai que le ballon, quand on peut faire 280 ballons avec, alors un ballon ça se réutilise, mais il peut éclater. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de ballon? Donc ça pose aussi un petit peu cette question. Au niveau épidémiologie, du coup, c'était en 2022 14% des 18-24 ans qui l'avaient déjà expérimenté, et 3% qu'on avait consommé dans l'année. Ce qui a été beaucoup observé finalement ces dernières années, c'est l'augmentation des signalements au centre antipoison et à l'addictovigilance. Donc en France, on est passé d'une dizaine de cas en 2017, qui étaient des cas d'atteinte médulaire, à 134 cas en 2020, et encore plus là en 2025-2026. Au Danemark aussi, en comparaison, ils ont aussi cette problématique, avec une forte augmentation des cas entre 2015 et 2021, et aux Pays-Bas aussi, une augmentation entre 2015 et 2021. Pays-Bas qui est des gros consommateurs de protoxyde d'azote. Ils sont aussi très embêtés avec l'accidentologie, les accidents de la route, où ils tiennent un peu les chiffres. En 2025, il y avait plus de 4000 accidents de la route qui étaient en lien avec la consommation de protoxyde d'azote. En France, je crois qu'on n'a pas de chiffres, mais régulièrement, dans l'actualité, on voit passer des articles sur des jeunes qui ont consommé, qui ont eu un accident de voiture après avoir pris du protoxyde d'azote. Un graphique toujours parlant, ça c'est l'évolution du nombre de cas signalés à l'addictovigilance, donc depuis 2012, avec finalement ce qu'on voit, c'est vraiment l'explosion à partir de 2019 du coup. Alors de là à faire un lien avec l'apparition des contenants plus gros, je ne sais pas si statistiquement on peut le faire, mais quand même on a envie de voir un petit lien entre ces contenants qui fournissent de grosses quantités de gaz et l'apparition des complications, et qu'elles soient addictologiques ou neurologiques.
Les fameuses complications, du coup, elles sont... alors, il y a des complications aiguës et des complications chroniques. En termes de complications aiguës, on va avoir en premier, finalement, les brûlures. Le gaz, quand il sort, il refroidit la bouteille, il se refroidit. Donc, on peut se brûler soit en tenant la bouteille entre ses jambes, entre ses bras, pendant plusieurs heures, et finalement avoir une brûlure par le froid qui lui-même anesthésie, et le gaz qui est un peu anesthésiant, les gens ne sentent pas, ils se brûlent comme ça. Voilà. Et il peut y avoir aussi des problèmes de barotraumatisme. Si on respire le gaz directement à la sortie de la bouteille, le gaz sort sous pression, et donc qui dit barotraumatisme dit lésion pulmonaire, pneumomédiastin, donc c'est de l'air qu'il y a dans la cavité qui entoure le cœur, et aussi des brûlures par le froid au niveau ORL. Voilà. Et là, de plus en plus, les complications au niveau de tout ce qui est accidentologie, accident de la route. Il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est quand même que c'est classé reprotoxique 1B, donc avec une toxicité humaine présumée pour la reproduction. Encore une fois, là, on est sur des sujets jeunes qui consomment. Donc, est-ce que plus tard, on ne découvrira pas aussi des atteintes irréversibles au niveau des organes reproducteurs ou même carrément sur les fœtus, parce que le gaz passe aussi la barrière placentaire. Et les complications en termes de troubles de l'usage, alors on verra, il y a des critères qui ne sont pas forcément retrouvés, d'autres qui sont en discussion, en cours d'exploration, mais on commence à voir quand même des gens qui consomment tous les jours du protoxyde d'azote et qui n'arrivent pas à s'arrêter. Et les fameuses complications neurologiques, voilà. Je ne sais pas si tu veux parler maintenant ou si je termine, tu fais un topo. Ouais, ok. Alors je spoil un petit peu, mais donc les complications neurologiques, le docteur Mélin en parlera beaucoup mieux que moi. Elles peuvent être centrales, périphériques ou mixtes. Donc centrale, c'est le cerveau, la moelle épinière. Périphérique, c'est les nerfs périphériques, j'espère que je ne dis pas de bêtises, ou voir les deux en même temps. Et aussi des problèmes d'encéphalopathie, donc atteinte du cerveau finalement, avec des troubles mentaux organiques et des symptômes psychiatriques à type de troubles du comportement, paranoïa, délire, hallucination, symptomatologie anxio-dépressive. Donc on peut avoir toute une variété de troubles en lien avec le protoxyde d'azote qu'on voit de plus en plus du fait aussi de l'augmentation des consommations. Nouvelles complications qui sont observées aussi, on voit aussi des complications thromboemboliques, donc principalement des thromboses veineuses profondes, des phlébites, des embolies pulmonaires et des thrombophlébites cérébrales. Ça compte pour environ 2,5% des cas signalés et ça touche finalement des sujets jeunes qui sont sans facteur de risque, qui ont autour de 24 ans. Donc c'est quand même des complications assez sérieuses. Je ne sais pas si tu en vois, toi, en neurologie, pour l'instant, ouais. Donc en tout cas, ça peut arriver et on les voit, on commence à les voir arriver. Une petite photo brûlée par le froid, ouais, c'est pas très joli. C'est des engelures, hein, voilà, c'est une vraie brûlure, 2e degré, 3e degré. Encore une fois, hein, le gaz, il est anesthésiant, le froid c'est anesthésiant, le gaz il dissocie aussi, donc finalement c'est comme ça qu'on en arrive à des brûlures assez importantes, donc des brûlures entre les cuisses, entre les bras, et même parfois aussi on nous a décrit des brûlures sur la joue, parce que quand on est bien intoxiqué, on peut faire un câlin à sa bouteille, et finalement pareil, hein, on peut se brûler le visage. Au niveau du trouble de l'usage, c'est ce qui est un petit peu plus discuté. Ce qu'on trouve surtout, c'est finalement des gens qui consomment pour le critère beaucoup plus que prévu, beaucoup plus en quantité ou beaucoup plus dans le temps. J'ai envie de dire, la bonbonne, c'est comme la bouteille, une fois qu'elle est ouverte, faut la finir. Donc voilà, ça incite à la consommation quand même. Le temps qui est passé à consommer. Alors le temps qui est passé à consommer, la question c'est est-ce que c'est une question de tolérance, les gens ne sentent plus, ils en prennent beaucoup, ou finalement ça peut aussi être lié aux effets qui sont très brefs. Je ne l'avais pas dit, je crois que je le dis plus tard, mais je le dis maintenant. C'est vrai que vous le savez tous, le gaz, l'effet ça dure quelques secondes à 1 minute. Ça c'est pour l'effet euphorisant. Et c'est vrai que par rapport aux accidents de la route, il peut y avoir des effets persistants du gaz jusqu'à 30 à 45 minutes après les inhalations, ce qui explique que c'est pas forcément safe de conduire une fois qu'on a passé son fou rire. Donc ça, il faut pouvoir informer les gens que jusqu'à 45 minutes après la prise de protoxyde d'azote, il peut persister des troubles de la coordination, des troubles de la vision, des vertiges, voilà, qui est lié d'une part à l'effet du gaz et aussi d'autre part à l'effet de l'hypoxie cérébrale, parce que dans celui-ci, il n'y a pas d'oxygène. C'est vrai que c'est la grosse différence avec le Méopa. Le Méopa, c'est 50% protoxyde d'azote, 50% oxygène. Donc, ça réduit quand même les risques au niveau de l'hypoxie cérébrale. Quand on consomme ça, c'est 100% du proto. Donc, c'est sûr que quand on enchaîne un peu ces ballons au fur et à mesure du temps, l'oxygène, il n'y en a plus des masses au bout d'un moment. Finalement, comme critère aussi qu'on retrouve beaucoup, c'est la poursuite malgré les problèmes sociaux ou interpersonnels causés ou exacerbés par le produit, et l'usage dangereux. Finalement, c'est la conduite. Enfin, ce qu'on voit beaucoup, c'est la conduite après prise de protoxyde d'azote, ou encore les gens qui continuent de consommer après avoir eu des brûlures, après s'être asphyxiés. Voilà.
des critères pour lesquels on n'a pas beaucoup d'observations, c'est beaucoup des case reports, des méta-analyses de case reports, donc ce qui n'est pas beaucoup observé, mais plus on déclare la pharmacovigilance, la dictovigilance, plus on va l'observer. C'est finalement le critère d'abandon des activités de loisirs ou professionnelles au profit du produit. C'est vrai qu'on a un biais de sélection, on les voit en liaison, on les voit en psychiatrie, donc c'est des gens qui en arrivaient à consommer tous les jours 2, 3, 4 tanks toute la journée de protoxyde d'azote. Le critère poursuite malgré la connaissance d'un problème physique, c'est un petit peu discuté parce qu'il faut être au courant du problème physique et il y a beaucoup de personnes qui pensaient que le protoxyde d'azote était inoffensif et donc n'étaient pas au courant que ça pouvait causer des lésions nerveuses et des paralysies. Et puis la question du sevrage où il n'y a pas forcément de symptomatologie de sevrage qui va être observée chez les consommateurs. Voilà, l'usage, enfin, l'effet est très bref, donc pas forcément de sevrage. Et les critères qui commencent à être, qui sont un peu plus discutés, c'est donc les efforts infructueux pour réduire ou contrôler la substance. Selon les études, c'est un peu mixte. Il y a des études qui retrouvent beaucoup de rechutes de reconsommation après des accidents neurologiques et d'autres études qui vont retrouver finalement des gens qui maintiennent l'abstinence à 60%, de gens qui maintiennent l'abstinence à 4 mois de problèmes neurologiques. Le craving, on l'observe un peu, mais c'est pas beaucoup étudié. La tolérance, c'est pas vraiment sûr qu'il y ait une tolérance au protoxyde d'azote. La consommation massive, elle peut faire suite plutôt au fait que l'effet est bref et que les gens veulent juste continuer à avoir l'effet. Au niveau des effets neuropsychiatriques, si on creuse un petit peu, d'où ça vient, comment ça marche, ces effets neuropsychiatriques. Donc, il y a l'effet rechargé qui est l'effet euphorisant, dissociation légère, qui se fait principalement par blocage par des récepteurs NMDA et aussi par l'hypoxie. Voilà, on va le détailler après. Et l'usage thérapeutique, lui, c'est pareil, les récepteurs NMDA et aussi une petite action sur le système opioïde et la libération d'endorphines. La durée est brève et les effets résiduels, c'est jusqu'à 45 minutes après la prise. Donc troubles visuels, troubles du jugement, troubles de la coordination. Donc on se doute bien qu'avec la conduite, c'est pas forcément conseillé. Et un petit effet anxiolytique qu'on retrouve aussi, qui passe par la voie du GABA. La voie du GABA, c'est la voie des benzos, c'est la voie de l'alcool au niveau neurologique. Ce qu'on va retrouver comme symptomatologie, donc c'est des épisodes psychotiques, des idées délirantes, de la paranoïa, des hallucinations, enfin c'est un petit peu tous les symptômes qu'on peut retrouver dans beaucoup de consommation de produits. Donc il y a eu des séries de cas qui ont été publiées, là où mettre une imputabilité totale au protoxyde d'azote, ça peut être un peu compliqué, c'est que dans 50% des cas, il y a d'autres substances qui sont consommées, principalement du cannabis, et aussi que ça apparaît chez des sujets qui sont jeunes, et c'est aussi l'âge où on peut faire une bouffée délirante aiguë, faire ses premiers épisodes psychiatriques. Et sur ces séries de cas, quand même, on était sur des quantités qui étaient des quantités quotidiennes de l'ordre de 175 cartouches par jour. Donc 175 cartouches, ça fait deux bonnes bonbonnes quand même par jour. Ce qui présente aussi un coût. Donc le mécanisme psychoactif, c'est un antagonisme non compétitif des récepteurs NMDA, ce qui va produire des effets un peu similaires à la kétamine, donc avec des distorsions des perceptions et qui est responsable de l'effet dissociatif. Et aussi ce blocage des récepteurs NMDA qui va agir sur les neurones GABAergiques et dopaminergiques. Et donc quand on parle de dopamine, on va parler libération de dopamine dans l'artère tegmentale ventrale et le noyau accumbens, qui est un peu le centre, on va dire, là où ça se passe pour l'addiction. C'est le côté récompense et renforcement positif. Donc en tout cas, biologiquement, il y a un substrat biologique à la dépendance, à l'addiction au protoxyde d'azote. Et donc une petite action sur les récepteurs opioïdes kappa, la sous-unité kappa, agoniste partielle, aussi, responsable de l'effet antalgique. Il y a un mécanisme métabolique aussi, finalement, qui peut expliquer les atteintes neurologiques. C'est la carence en vitamine B12. C'était déjà décrit chez les gens qui avaient des maladies de Birmer, des gens qui n'absorbaient pas la B12, qui pouvaient présenter des épisodes d'hallucination ou des dépressions sévères et résistantes. Je pense qu'on en reparlera après, dans le métabolisme de cette vitamine B12, ça agit sur le métabolisme de l'homocystéine. Et quand il y a une accumulation d'homocystéine du fait de la carence en B12, ça peut avoir une neurotoxicité. L'homocystéine est toxique quand on en a trop, donc ça cause un stress oxydatif, un dysfonctionnement mitochondrial, l'atteinte vasculaire et l'apoptose neuronale, donc la mort des neurones. Et quand les neurones meurent, on se doute bien que ça ne fait pas quand même du bien au cerveau. Et la vitamine B12 qui a aussi un rôle indirect dans la production de dopamine, de sérotonine et de noradrénaline. Et donc finalement, ça peut, encore une fois, dérégler le fonctionnement du système nerveux central.
Et enfin, le dernier mécanisme, c'est le mécanisme physique, avec les propriétés asphyxiantes du protoxyde d'azote. Et donc, ça peut entraîner une hypoxie cérébrale, une acidose chez les consommateurs, une mort cérébrale. Et voilà, l'hypoxie en elle-même peut aussi induire des hallucinations et des troubles de la coordination. Voilà. Et cette encéphalopathie hypoxique, elle persiste après l'épisode d'hypoxie. Donc, même quand les gens ont récupéré, ça peut persister. Et l'atteinte à répétition, finalement, peut causer des lésions persistantes. C'est un petit schéma pour, voilà, pour remettre en lien tous les différents mécanismes. Bon, on en a parlé brièvement au début avec M. Baudin, il y a un impact quand même écologique. La problématique du recyclage des contenants, on le voit de plus en plus. Hein. Si vous baladez dans la rue, alors dans certains arrondissements, c'est pas une bonbonne qu'on voit, c'est carrément des fois il y a le carton qui est posé avec toutes les bonbonnes. Ça c'est quand c'est dans la rue, et parfois les gens les mettent dans les poubelles aussi. Donc ça finit dans les incinérateurs et ça explose. Et aussi, c'est un gaz à effet de serre, le protoxyde d'azote. Ça a un effet 100 fois plus puissant que le CO2. Et donc c'est le troisième gaz en termes de contribution au changement climatique, après le CO2 et le méthane. Alors je suis pas sûr qu'il y ait une grosse contribution des gens qui inhalent du protoxyde d'azote, mais quand même, voilà. Petit point à retenir, tu veux faire les points à retenir? Voilà. Donc, petit point à retenir, donc, la vente est interdite aux mineurs et c'est interdit à proximité des lieux de fête, donc ce n'est pas interdit à la consommation pour les majeurs. Les arrêtés locaux qui peuvent permettre d'interdire la consommation et la détention. À retenir aussi, je pense vraiment important de poser la question spécifiquement aux patients de ce qu'ils consomment en addictologie et surtout avec les nouveaux produits, c'est vraiment hyper important. C'est pas considéré comme un stupéfiant, c'est considéré comme pas dangereux. On a vu qu'il peut y avoir un marketing aussi, un marketing de la fête, donc qui tend à banaliser aussi l'usage du protoxyde d'azote. Donc il faut vraiment poser la question. Je spoil un peu, mais le traitement en cas de complications neurologiques, ce sera évidemment l'arrêt de la consommation et la supplémentation en vitamines. Pour le futur, à quoi on pourrait être exposé, c'est la découverte de nouvelles complications. On a vu avec l'apparition des complications thromboemboliques et finalement la découverte que le gaz passe la barrière placentaire, donc irait aussi agir sur le cerveau du fœtus. Donc, peut-être qu'il y aura des complications néonatales et aussi les complications psychiatriques et cognitives à plus long terme. On l'a vu, hein, les cas ont explosé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc peut-être que dans 10-20 ans, on se rendra compte qu'il y a des déficits persistants cognitifs après l'utilisation de protoxyde d'azote. Et quelque chose qu'on a pu observer aussi chez les patients qui étaient parfois presque indifférents à ce qui leur arrivait au niveau neurologique. On a vu des patients assez atteints, quasiment en fauteuil roulant, qui ne semblaient pas plus affolés que ça de ce qui se passait. Donc voilà, on se questionne un petit peu sur l'atteinte de ces patients et comment ça va évoluer dans le futur. Voilà, c'est peut-être d'atteinte presque dissociative, indifférente à ce qui se passait. C'est vrai que pour la fin, on vous a rajouté quelques petits QR codes. À droite, il y a le QR code d'un podcast qui a été réalisé par Arthur Santé, qui est du coup un journaliste et qui a fait une enquête justement un peu investigative sur le protoxyde d'azote et les dessous du business. Alors c'est surtout en Belgique et dans les Pays-Bas, en Hollande, mais c'est quand même hyper intéressant de voir un petit peu comment se sont créées ces entreprises, d'où est-ce qu'elles démarrent et où est-ce qu'elles en sont aussi aujourd'hui, parce que c'est des entreprises qui sont toujours actives et qu'on retrouve vraiment partout dans nos rues. Donc c'est assez intéressant. Et à gauche, c'est des petites bandes dessinées qui ont été créées à viser un peu RDR. Nous, c'est des choses qu'on a croisées lorsqu'on a été au congrès Protosci, du coup, qui est un congrès qui a été créé par une association dans le nord de la France, sur le CHU de Lille, parce qu'ils ont aussi beaucoup ce problème, vu qu'ils sont vraiment très frontaliers avec des pays qui sont très exposés au protoxyde d'azote, et donc du coup, ils ont quand même aussi beaucoup ce problème. Je voulais revenir juste aussi sur les points à retenir. C'est vrai qu'il y a aussi toute une strate autour de la prévention de la RDR, parce que c'est vrai que c'est encore des choses qui sont très mal connues. Et vu que c'est aussi partiellement un médicament, c'est un peu le truc qu'on entend beaucoup quand on entend parler les patients, c'est le Méopa, c'est un médicament, le protoxyde d'azote, c'est pas très grave. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de campagnes de prévention qui sont en cours, mais c'est aussi remettre un peu en avant le fait que les conséquences du protoxyde d'azote, elles sont pas anodines. Voilà. Merci beaucoup. Du coup. Merci. Et donc je passe la parole au docteur Mélé qui va nous parler des complications neurologiques un peu plus en détail et de manière beaucoup plus experte que moi. Merci, bonjour à tous. Donc, ma présentation va être plus courte parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. L'idée, c'est de vous donner une image un peu plus détaillée de la présentation clinique neurologique de ces patients.
Donc, je vais passer les premières diapos qui sont des généralisés et qui ont été beaucoup mieux abordées juste avant. Simplement, pour revenir sur le mécanisme de ce qui va impacter le fonctionnement du système nerveux central et périphérique, c'est pas tant la carence en B12 in fine, c'est l'inactivation de la B12. Et en fait, la B12 agit comme coenzyme qui va permettre la transformation de l'homocystéine dans la partie du haut ou de l'acide méthylmalonique dans la partie du bas vers des métabolites indispensables concernant la partie du haut au fonctionnement, au renouvellement de l'ADN et notamment neuronal et de la myéline, centrale comme périphérique. On sait que la B12, qu'elle soit directement impliquée par une carence réelle d'absorption ou autre, ou dans ces contextes-là où elle est rendue inactive, inopérante par la consommation de protoxyde d'azote, va être responsable d'un défaut de régénérescence cellulaire, notamment neuronale. Et puis les symptômes sur carence en B12, typiquement dans le Birmer qu'on connaît depuis très très longtemps, finalement vont être quasiment les mêmes de ceux qu'on observe dans la consommation de protoxyde d'azote. Et puis il y a un impact qui est moins clair aussi sur le fonctionnement mitochondrial, et donc là qui peut impacter probablement l'ensemble des cellules du corps. Et puis ça explique pourquoi ce blocage coenzyme est responsable d'une augmentation des précurseurs, donc de l'homocystéine et de l'acide méthylmalonique, qui sont des marqueurs sanguins dans le cadre de l'intoxication au protoxyde d'azote, mais dans le cadre d'autres causes de carence en vitamine B12 également. Donc ça, c'est pour ceux qui garderont les diapos. Je détaille un petit peu les différents mécanismes qui sont expliqués dans le schéma juste au-dessus. C'est assez technique, mais moi, je ne maîtrise pas du tout, donc je vous laisserai, pour ceux qui sont aficionados du sujet, s'y plonger. Alors, là, j'ai repris, on va le détailler juste après, les grandes complications. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a les complications qui sont aiguës, que je n'aborde pas ici, et les complications liées à des expositions prolongées, qu'on va expliciter juste après. Alors d'abord, effectivement, ça c'est une constante en neurologie qu'il faut retenir, c'est que dans nos causes de pathologie carentielle, pas que la B12, hein, la B1, ce que vous voulez, très souvent, en fait, le patient s'habitue à avoir un certain seuil bas ou effectivement en déficit de la vitamine ou d'autres agents en question, et passant ce certain seuil, tout se décompense et les symptômes apparaissent. Donc le côté carentiel est très souvent de présentation aiguë alors qu'il s'installe de manière chronique. Ça, c'est un truc qu'il faut retenir parce que souvent on dit ah bah, c'est carentiel, normalement c'est apparition progressive, ça s'installe au fur et à mesure et en adéquation avec la carence. Non, non, les présentations sont souvent aiguës, subaiguës. Et en fait, on va le voir d'ailleurs, c'est une médiane de survenue des symptômes après plusieurs mois d'exposition. Et donc ça, c'est pas étonnant, c'est on passe en dessous d'un certain seuil métabolique qui fait que tout dysfonctionne et les symptômes neurologiques apparaissent de manière aiguë. Alors, c'est plus anecdotique, mais parfois dans le cadre lié à l'anesthésie, parce qu'en fait, si un patient effectivement a déjà un autre facteur métabolique carentiel, peut effectivement décompenser. Et là, ce sera dans les semaines qui vont suivre l'utilisation de protoxyde d'azote à visée médicale pour le coup. Alors, là j'ai une diapo, mais on va les décrire et puis je ne sais pas si on fait en prospective, si vous avez des questions ou après. Donc, déjà, ça c'est ce qui a été décrit très tôt, l'atteinte centrale et l'atteinte périphérique. L'atteinte centrale, c'est essentiellement l'atteinte médulaire, ce qu'on appelle la sclérose combinée de la moelle. Alors, sclérose combinée de la moelle, c'est anatomique. Ça veut juste dire, je vais vous expliquer, qu'il y a une atteinte du cordon postérieur de la moelle qui est le principal faisceau qui va avoir besoin de vitamine B12 pour fonctionner. Et c'est les voies de la sensibilité profonde, donc de l'équilibre et de la coordination. Quand on dit sclérose combinée de la moelle, ça veut dire qu'il y a aussi une atteinte des faisceaux latéraux qui sont les voies motrices. Et donc, on peut avoir un tableau moteur déficitaire comme une atteinte médulaire qu'on pourrait avoir sur une compression médulaire, après un traumatisme médulaire, après une lésion inflammatoire de sclérose en plaques qui donnerait une myélite étendue. Eh bien, ça peut donner ces mêmes symptômes avec un tableau de paraparésie, voire de tétraparésie, voire allant jusqu'à la plégie, donc déficit moteur complet, et une atteinte dite proprioceptive, c'est-à-dire le sens de l'équilibre majeur avec des patients qui sont incapables de marcher par l'atteinte motrice, mais aussi par les troubles de l'équilibre. Donc ça, c'est l'atteinte médulaire. Ensuite, il y a l'atteinte périphérique. Et l'atteinte périphérique, il y a quelques années, les premiers patients, on se disait, bah, en fait, le patient fait un syndrome de Guillain-Barré, donc une polyradiculonévrite aiguë. Ça avait vraiment cette présentation-là, des troubles sensitifs ascendants des 4 membres, associés à un déficit moteur proximal des 4 membres, également ascendant. On leur faisait des ponctions lombaires, il n'y avait pas de dissociation albuminocytologique, on les traitait par immunoglobuline, et puis en parallèle,
on apprenait à appréhender aussi cette consommation de protoxyde d'azote chez des patients jeunes. Et comme tu l'as dit, c'est tout à fait vrai, je n'avais pas vu que tu l'abordais dans ton topo. Les premiers qu'on a eus, pareil, vers 2019, donc on les hospitalisait, hein, ils étaient adressés suspicion de Guillain-Barré. Il y avait une indifférence assez exceptionnelle. Je me souviens encore de la première, une jeune fille qu'on a eue, qui était authentiquement paraplégique, et elle se prenait en selfie dans sa chambre pour montrer, regardez, j'ai des perfusions, etc. Et il y avait une indifférence vis-à-vis du trouble qui était très sévère, assez impressionnant. Donc à l'époque, voilà, ponction lombaire normale, on avait quand même fait une cure d'immunoglobuline parce qu'on ne savait pas trop. Et en parallèle, effectivement, je m'en souviens encore, elle consommait 200 petites cartouches par jour. On se disait, mais comment elle fait? C'est pas possible, elle s'est trompée, elle nous dit n'importe quoi. Et en fait, c'était vraiment ça. Et donc l'atteinte périphérique, elle est d'autant plus complexe à aborder si vous n'avez pas très rapidement le contexte, parce qu'elle peut même électriquement, sur l'électroneuromyogramme que vous allez faire chez ces patients, mimer un syndrome de Guillain-Barré. Il peut y avoir des signes de démyélisation. Et vous vous souvenez, on a dit la vitamine B12 impliquée dans la production de métabolites, eux-mêmes impliqués dans le renouvellement de l'ADN cellulaire et notamment neuro, et de la myéline. Sachant qu'on peut aussi avoir une atteinte axonale, mais qui peut être de la dégénérescence qui est secondaire à l'atteinte de la myéline. Bon, c'est un peu technique, peu importe. Mais en tout cas, cliniquement et électriquement, quand je dis électriquement, je parle de l'électroneuromyogramme, on peut ne pas faire la différence avec un authentique syndrome de Guillain-Barré. Donc le contexte et l'interrogatoire du patient. Alors maintenant, c'est automatique, mais ça ne l'était pas du tout pour nous, hein, il y a quelques années. Donc de bien interroger ces patients là-dessus. Et puis, il y a la notion de myéloneuropathie. C'est un terme un peu marrant, mais qui témoigne bien de la situation. C'est qu'en fait, on peut avoir les deux, logiquement. Et donc, on peut tout à fait avoir une atteinte médulaire et une atteinte périphérique. Et ça, parfois, cliniquement, c'est difficile de faire la part des choses. Donc, c'est les examens, hein, l'IRM médulaire et l'électroneuromyogramme, qui vont nous donner les résultats. Enfin, il y a l'atteinte cérébrale. Alors, effectivement, l'encéphalopathie au sens large, que nous, on voit classiquement moins en service. Et puis, du fait de l'augmentation de l'homocystéine, dont je vous rappelle qui est un précurseur, l'homocystéine, ça on connaissait depuis très longtemps, par exemple sur des mutations MTHFR ou autres qui sont responsables d'une augmentation de l'homocystéine sanguine, c'est prothrombogène. Ça c'est connu depuis très longtemps, indépendamment du protoxyde d'azote. Et donc il a été décrit des cas effectivement de thrombose veineuse cérébrale, mais aussi systémique, par l'intermédiaire de l'accumulation d'homocystéine. Donc ça on l'explique bien. Moi, j'en ai jamais eu, pour l'instant, de thrombose veineuse cérébrale sur intoxication au protoxyde d'azote. Et enfin, le pendant de l'encéphalopathie, c'est la présentation psychiatrique que tu évoquais tout à l'heure, qui n'a rien de spécifique que je vous décris là, hallucination, agitation, etc. Et effectivement, on voit dans la littérature déjà cette indifférence émotionnelle qui est notée. Ça, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est plus net sur l'image de droite qui est une coupe axiale. Donc je coupe comme ça le patient et je regarde par le haut. Et au bout de la flèche jaune, c'est le cordon médulaire postérieur qui est tout blanc. Je ne sais pas si ma flèche... Bon, il y a déjà une grosse flèche de toute façon, mais voilà. Et quand on coupe en coupe sagittale, donc comme ça, et je regarde sur le côté, on voit que c'est toute cette partie postérieure qui est blanche de la moelle. Et quand on voit au niveau du système nerveux qu'il y a une atteinte radiologique qui est homogène, symétrique, étendue sur tout un même faisceau, on pense tout de suite à quelque chose de métabolique. Ce n'est pas une lésion focale qui peut donner un truc aussi symétrique, aussi étendu. Ça, c'est plutôt un défaut de mécanisme de l'ensemble du système nerveux. Et donc là, il faut penser aux causes métaboliques. La carence en B12 sur une maladie de Birmer pourrait tout à fait donner ça. Et le protoxyde d'azote, du coup, également. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, les complications neurologiques, elles sont corrélées à la quantité, mais aussi à la durée de consommation. Et vous voyez que la médiane d'apparition des complications neurologiques, c'est 11 mois. C'est assez énorme, donc il ne faut pas se faire piéger par ça non plus. Oh, il consomme depuis un an, ça peut pas être une complication neurologique. Bah si, au contraire. Et puis biologiquement, il ne faut pas se faire piéger aussi parce que la B12 peut être normale. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, il n'y a pas forcément de carence à proprement parler en B12. C'est le défaut de fonctionnement in fine de l'activité coenzyme de la B12 qui est dysfonctionne. Et puis, du coup, il y a une accumulation des précurseurs en amont, donc l'homocystéine et l'acide méthylmalonique. L'IRM médulaire, on vient d'en parler, vous avez compris l'intérêt, et l'électroneuromyogramme également. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que, en fait, très souvent, les patients ne récupèrent pas forcément complètement, et puis ne reviennent pas vers nous. C'est-à-dire que probablement on va leur proposer, pour certains, ceux qui ont une forme sévère initiale ou chez qui on a eu une doute sur un autre mécanisme associé, de les revoir à 6 semaines, 12 semaines pour recontrôler l'électromyogramme, l'IRM médulaire, etc. Ils ne vont pas forcément venir. En partie aussi parce qu'ils n'ont pas forcément de
de gènes marqués plus que ça, et alors qu'en réalité, ils restent déficitaires. Très souvent même, les patients ne consultent pas alors qu'ils ont des symptômes neurologiques. Pour l'instant, c'est difficile en pratique, en tout cas personnelle, de se faire une idée sur le degré de récupération pour ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on les revoit quasiment jamais, ces patients-là, au final. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que très souvent, ils sortent de chez nous avec encore des déficits neurologiques et de la rééducation en ville. Voilà. Et l'amélioration peut être très lente. Et puis l'autre biais aussi, c'est qu'en fait, là, vous saurez mieux que moi, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais les patients continuent de consommer globalement. Je ne connais pas quelle est la part, mais voilà. Et maintenant, la vitamine B12, c'est bien connu, donc ils continuent de consommer en s'associant à une automédication de supplémentation en vitamine B12. Comment ? Non efficace. Oui, voilà, exactement. Alors, donc ça, c'est les 2 dernières diapos sur la conduite à tenir sur laquelle on a réfléchi. Vous allez avoir, je vous mets juste sur la diapo d'après le diagramme qu'on a élaboré ici pour le GHU. Donc d'abord, quand vous avez un patient suspect d'intoxication au protoxyde d'azote, il faut évaluer les signes de gravité neurologique. L'importance du déficit moteur et ou du déficit proprioceptif, c'est-à-dire les troubles de l'équilibre. D'éventuels troubles vésico-sphinctériens que je n'ai pas évoqués avant, mais sur l'atteinte médulaire, mais même périphérique aussi, peuvent être effectivement présents. Et puis, la sévérité des éventuelles manifestations psychiatriques. À ce moment-là, il faut supplémenter le plus rapidement possible le patient en vitamine B12. On l'a dit, c'est d'autant plus vrai qu'on ne va pas attendre d'avoir des dosages vitaminiques pour confirmer les potentiels déficits enzymatiques, parce que, vous le voyez dans le paragraphe d'en dessous, la carence en B12 authentique, elle est présente seulement dans 40% des cas. Alors c'est vrai que si on fait la triade dosage B12, homocystéine, acide méthylmalonique, là, on a un combo qui fait que dans 90% des cas, il y aura au moins une anomalie. Mais bon, de toute façon, déjà, elle sera le plus souvent mal techniquée aux urgences parce que c'est normal, ce n'est pas leur circuit habituel, et vous aurez le résultat 2 semaines après. Donc, il n'y a aucun intérêt, je pense. Voilà, on le garde dans l'idée pour documenter les choses, avoir un point de départ de l'intérêt de proposer ces dosages, mais l'urgence, c'est la supplémentation en vitamine B12, être sûr d'avoir bien caractérisé l'atteinte, qu'elle soit bien liée au protoxyde d'azote et qu'on n'ait pas d'argument ou d'arrière-pensée sur une pathologie associée ou autre, parce qu'un jour, un patient va faire authentiquement un Guillain-Barré et sera consommateur de protoxyde d'azote. Donc, il faut se méfier de ce genre de choses. Alors, initialement, on proposait une évaluation neurologique un peu systématique. On hospitalisait les patients en aval des urgences quand ils avaient des signes de gravité, ou on les reprogrammait systématiquement en hôpital de jour. D'ailleurs, ça reste ce qu'on propose dans ce diagramme-là pour évaluer le déficit et l'atteinte neurologique centrale versus et ou périphérique pour documenter un peu l'atteinte initiale. Et en fait, dans la pratique, c'est devenu tellement commun, tellement bien caractérisé, repérable, qu'en dehors d'effectivement conseiller aux urgentistes qui nous contactent ou autres de supplémenter le patient et de donner les contacts du service au patient si l'évolution n'est pas favorable, on a dérivé. Alors je dis dérive volontairement parce que, et moi le premier, est-ce que c'est une dérive ou est-ce que finalement ça ne changerait rien de plus du tout les voir systématiquement ces patients-là. Il n'empêche qu'on propose ce diagramme-là. Donc, voilà, donc un patient qui est consommateur de protoxyde d'azote qui présente des symptômes suspects d'une complication neurologique, on recharge en vitamine B12. Ensuite, on caractérise l'atteinte neurologique. Ça, c'est plus un peu notre travail, central, médulaire, les deux. On évalue des signes de gravité. Alors, parfois, le patient, s'il est paraplégique aux urgences, il va bien falloir qu'il ait un aval. Il ne va pas pouvoir rentrer chez lui. Donc, effectivement, ponctuellement, on est amené à encore hospitaliser des patients. Et le plus souvent, il reste quand même capable de rentrer à domicile sous supplémentation. Et bien sûr, l'arrêt de la consommation, mais ça, ce sera la boucle addictologique. Et il n'est pas du tout choquant de leur prescrire une IRM médulaire et un ENMG à faire en ville pour avoir une documentation de leur atteinte neurologique et puis pouvoir avoir un point de départ pour le suivi ultérieur si la récupération n'est pas satisfaisante ou en cas de réaggravation. Alors, ce qu'on propose, c'est une supplémentation d'une ampoule. Vous savez, c'est des ampoules de 1000 microgrammes. Soit en intramusculaire pendant 10 jours. Alors c'est le schéma classique, c'est une ampoule tous les jours pendant 10 jours, puis une ampoule toutes les semaines pendant 1 mois, puis une ampoule tous les mois. Une autre stratégie peut être de faire du Péros. D'ailleurs, même dans les balanites Birmer, où là c'est un défaut d'absorption de la B12, le Péros fonctionne le plus souvent aussi. Mais là, pour faire une grosse recharge et pour optimiser l'absorption de la B12, dans ce cas-là, on propose 2 ampoules par jour par voie orale, jusqu'à résolution des symptômes.
Et après, il y a la question du traitement de maintenance, où là, soit on peut rester sur un traitement de maintenance une fois que le patient s'est amélioré, d'une ampoule intramusculaire tous les mois, et après on peut chacun faire sa petite cuisine. Il y a même aussi du 250 microgrammes per os, donc il y a plein de qu'on peut donner tous les jours en traitement de maintenance. Donc il y a plein de façons de faire, un peu comme la vitamine D, vous savez, il y a plein de façons de faire. Il y a en gouttes, il y a des ampoules, une fois tous les 15 jours, tous les mois, tous les 3 mois, voilà. Ça, il n'y a pas de règles ou de recommandations officielles là-dessus. Et j'en termine ici.